Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Ça tourne. Alors juste avant de démarrer, nous sommes le 22 avril et dans 2 jours ça fera 1 an que je suis sur YouTube. Voilà, de plus en plus à me suivre, c'est hyper cool. Ça prend pas mal de temps mais je continue à le faire en parallèle du blog. Il y a d'autres projets que j'ai lancés à côté et que j'essaye d'avancer. Je pensais rien faire de spécial pour les 1 an de la chaîne, donc voilà, ça fait 1 an et merci à tous. Bref, aujourd'hui on est lundi et comme personne n'aime le lundi, aujourd'hui c'est coup de gueule. On n'est pas lundi d'ailleurs. Où est-ce que j'ai entendu ça moi ? Bref, certains ont compris la référence. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui me casse les pieds, ce qui m'horripile en photographie. Et si je suis pas trop cinglé, normalement, il y a des choses sur lesquelles on va être d'accord. Et si on a des points communs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, le premier truc, il n'y a pas d'ordre particulier, mais celui-là, il me casse particulièrement les pieds, c'est les projets 52 ou les projets 365. Il y a un moment, si t'as pas d'idée, t'as pas d'idée. Ça sert à rien de se lancer dans des thèmes. Alors, je sais pas, il y a des bouquins qui font ça, il y a plein de trucs, il y a des blogs qui listent les thèmes, etc. Machin. Tu sais pas quoi faire avec ton appareil, ne fais rien. Tu vois, est-ce que les auteurs, ils ont pas des projets 52 nouvelles où ils font une nouvelle, voilà, toutes les semaines, machin. Soit t'as un projet, t'as un truc à dire et tu le fais. Soit t'y réfléchis, mais suivre des listes de thèmes débiles toute l'année juste pour alimenter des réseaux sociaux, j'ai jamais compris l'intérêt. Surtout que bon, des projets photos, j'en ai vu quelques-uns, soit sur internet, dans les bouquins, etc. Il n'y a pas un photographe qui a fini dans un musée avec son projet 52. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas Henri Cartier-Bresson projet 52 à la MEP. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ce genre de choses. Alors on va me dire, oui mais ça me fait pratiquer, etc. C'est cool. Je veux bien. Je veux bien, mais la photographie c'est pas le triathlon, tu vois, c'est pas un 100 mètres auquel il faut t'entraîner tous les jours pour appuyer sur un bouton. Ça marche pas comme ça. C'est pas une performance la photographie, voilà. Il y a une part réflexive aussi, quand même, qu'il faut travailler. Parce que si c'était un truc de performance, il faut nous expliquer comment c'est possible que Gursky, qui est l'un des photographes les plus chers au monde, les plus reconnus, les plus reconnus par tous, dans toutes les institutions, voilà, etc., comment ça se fait qu'il fasse que 8 photos par an ? Alors, est-ce qu'il a un projet 8 ? Bon, il en fait que 8 par an à peu près, je sais pas. Mais voilà, ça n'a pas vraiment de sens de dire je fais ça pour pratiquer. S'il faut avoir des idées, il faut travailler un thème, trouver un sujet et le bosser. Mais alors juste faire ça pour pratiquer, faites un projet, je sais pas, 24 et toutes les heures vous appuyez sur le bouton. C'est à peu près pareil. Hein. Enfin, si vraiment vous avez besoin d'un projet 52 pour pratiquer, c'est qu'il y a quand même un problème. Je veux dire, je fais de la guitare depuis 15 ans maintenant à peu près, et j'en joue parce que j'en ai envie, parce que je trouve ça cool, parce que j'aime bien. La photo c'est pareil. Quand j'ai envie de bosser sur un sujet, quand j'ai envie de sortir, travailler sur un projet, un truc comme ça, je le fais parce que j'aime bien et je trouve ça satisfaisant et ça me nourrit, etc. Voilà, j'ai pas besoin de me forcer. Si vous avez besoin de vous forcer, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit la photographie c'est pas votre truc, soit juste vous avez pas trouvé le sujet qui vous intéresse et il faut y réfléchir et avancer sur ça. Mais juste ces projets-là, j'ai jamais rien vu de brillant en sortir, hein. Vraiment. Alors le deuxième truc qui me casse les pieds, c'est les clubs photos sclérosés. Alors oui, je sais qu'il y a des clubs photos qui sont bien. Je les vise pas tous. Je sais qu'il y aura dans les exemples quelqu'un qui me dire moi mon club photo ils sont cool et c'est sympa. Et c'est cool si c'est le cas pour vous. C'est vraiment super. Mais en fait j'ai écrit l'été dernier un article sur les clubs photo qui s'appelait Quitter votre club photo avec mon pote Richie qui a une chaîne YouTube aussi et on a reçu plein de témoignages. Donc c'est dans les commentaires de l'article. Je vous mets un lien dans la description, vous pourrez aller les lire. De gens qui sont dans les clubs photo et qui confirment un peu notre constat. C'est-à-dire des gens un peu enfermés dans leur vision de la photographie, où ça parle que de technique, que de matos, ça parle jamais de culture. Il y a une obsession un peu globale autour des concours de la Fédé, voilà, c'est le côté un peu sport de la photo. On revient au triathlon de tout à l'heure, surtout très peu de culture, et des petits chefs qui imposent leur vision à tous, etc. Il y a plein de façons de socialiser autour de la photographie, autres que les clubs photo. Je sais pas, en travaillant à plusieurs sur un projet commun. Alors j'ai conscience que les clubs photo, ça permet aussi de socialiser autour d'une passion, ce qui est cool, c'est bien. Mais il y a plein de façons autres que ça de le faire si votre club est pourri. Si votre club est cool, qu'il y a de la place pour toutes les envies, pour la culture, la technique, tout ça, et que tout le monde est ouvert d'esprit et sympa, restez-y et kiffez. Je parle pour les autres qui sont dans des clubs un peu fermés, un peu casse-pieds, où pour aller dans le cliché, on a du Papy Bokeh qui parle de son Tamron 270, je sais pas quoi, toute la journée. Il y a plein d'autres façons de socialiser autour de la photographie. Vous pouvez, je sais pas, trouver des amis et essayer de monter une expo collective, vous pouvez travailler sur un projet commun, sur un sujet commun, pour monter une expo par la suite. Vous pouvez monter un collectif de photographes qui travaillera sur un sujet ou sur une région ou sur quelque chose comme ça. Donc ce serait pas un club, mais vous travaillez ensemble sur un truc. Il y a éditer un livre en commun sur une ville, il y a plein de façons de travailler à plusieurs et de partager autour de la photo. Par exemple, je sais pas, vous pouvez aussi avoir un labo commun. Si un de vos amis a une grande pièce, quelque chose, monter un labo en commun pour faire de l'argentique ensemble et tirer ensemble, etc. Il y a plein de façons de partager autour de la photographie qui sont autres que les clubs. Donc si jamais ça vous casse les pieds, arrêtez d'y aller, ce sera très bien autrement aussi. Dernier point sur le sujet, il y en a qui vont dans les clubs photo pour apprendre la photographie, la technique, tout ça.
Alors, ça peut être une bonne façon de le faire, ça peut être aussi une bonne façon de prendre plein de mauvaises habitudes. De toute façon, quand vous voulez apprendre une discipline, le mieux c'est de croiser les sources le plus possible. Donc, allez pas que dans votre club écouter le grand gourou qui va vous dire que la photographie c'est f8 à 100 ISO. Multipliez les sources, surtout que maintenant, à l'époque d'internet, il y a beaucoup de contenu en ligne qui vous permettent d'apprendre, que ce soit gratuitement, en cherchant un petit peu à droite à gauche, c'est comme ça que moi j'ai fait, ou de façon payante avec des formations comme il en existe plein. Troisième truc qui me casse les pieds, c'est Photoshop. Ça juste, j'ai pas compris. Je comprends pas le délire. Photoshop à la base c'est quand même clairement un outil de graphiste, hein. On peut s'en servir pour faire du dessin, pour faire énormément de choses. La photographie c'est qu'un des usages de Photoshop, un des petits usages de Photoshop, et c'est clairement pas le plus adapté quoi. Alors, il y a 15 ans, je veux bien, je sais même pas 15 ans si c'est assez long, enfin avant la sortie de Lightroom, je veux bien parce qu'il y avait rien d'autre en fait, donc oui forcément, quand t'as le choix entre couper ta viande avec ta main ou avec un couteau rouillé, bah couteau rouillé quoi, puis on cuira bien la viande après. Bref. Donc avant je comprends l'idée, maintenant je vois pas l'intérêt de s'emmerder avec ça. C'est vraiment une usine à gaz, avec un. Il n'y a pas de workflow, c'est-à-dire quand vous utilisez Lightroom, il y a un workflow, vous importez vos images, il y a un module bibliothèque pour les gérer, pour les taguer, les trier, les marquer et compagnie, un outil, une zone de développement pour justement les traiter en masse, les synchroniser, enfin c'est vraiment un workflow pensé pour faire du travail sur la photographie en masse, et un module d'impression web et compagnie pour les diffuser. Vous avez tout le parcours qui est prévu, qui est balisé, voilà. C'est prévu pour Photoshop, c'est une image à la fois, enfin vraiment ça me... Alors pour les travaux graphiques ou les travaux, il y a beaucoup de recomposition, je veux bien, mais après, surtout que maintenant Lightroom intègre les panoramas, ils intègrent le HDR, si c'est votre kiff, donc je vois vraiment pas d'intérêt d'y aller. Je dis ça, mais Photoshop, je m'en sers pour faire les miniatures des vidéos, et je m'en sers à peu près une fois par an sur une image où, je sais pas, il y a un truc que j'arrive pas à corriger avec Lightroom, je vais le sortir une fois dans l'année. Mais le reste du temps, vraiment c'est s'emmerder pour pas grand chose, quoi. Donc les ayatollahs de Photoshop comme le truc des photographes, franchement, faut arrêter, non, aller prendre un café et jouer sur l'autoroute. Alors, ça c'est un des trucs qui me casse particulièrement les pieds, parce que autant Photoshop, tout ça, je l'entends pas très souvent, je le lis de temps en temps quand je me balade sur internet, mais dans l'écosystème sur le web dans lequel je suis, j'ai pas beaucoup de fanats de Photoshop autour de moi. Autant celui-là, comme je parle beaucoup de livres, j'y ai droit une fois par mois à peu près, et je le trouve totalement débile, donc on va en parler. C'est oulala, attention, les livres, ça nous influence et ça enlève notre personnalité. Hashtag tristesse. Alors il y a certaines personnes qui pensent que, en se cultivant sur la photographie, comme un musicien se cultive sur la musique, hein, il n'y a rien de nouveau ici, hein. En se cultivant sur la photographie, ils vont être influencés, ça va corrompre leur photographie qu'ils auraient fait naturellement, etc. Bon, alors déjà, c'est entre guillemets un petit peu pompeux dans le sens où on n'invente rien en fait, très concrètement. Moi j'en ai déjà parlé, je vois ça comme un mur, c'est-à-dire il y a des photographes avant vous qui ont posé des briques dans plein de domaines, puis vous arrivez, puis vous reposez une petite brique à vous, puis quelqu'un viendra derrière, etc. Et ça évolue comme ça. C'est pas genre vous allez inventer un truc complètement nouveau, donc faut absolument pas lire, parce que sinon vous allez être perverti. C'est quelque chose dont on a parlé avec Jean-Christophe Béchet quand on l'a interviewé. Je vous mets un lien ici. On l'a interviewé avec Laurent. Et il a dit une phrase qui était très juste, c'est « le talent, ça n'est pas contagieux ». Donc voilà. Si vous avez peur d'être contaminé par des livres, a priori, il n'y a pas de risque. Puis bon, si on prend des exemples concrets qu'on peut connaître quand on s'y connaît et qu'on a lu des bouquins, justement, par exemple, Martin Parr, qui est un des plus grands photographes actuels, je pense, parce qu'il a vraiment une très grande aura et renommée actuellement. Je pense qu'il est au top de sa carrière, là, à peu près. Il est membre de l'agence Magnum, il est très connu, reconnu et compagnie. C'est un des plus gros collectionneurs de livres qui soit. Et d'ailleurs, il a écrit 3 livres, dont je parlerai peut-être un jour, sur l'histoire du livre photo, parce qu'il les connaît hyper bien. Et pourtant, Martin Parr, il fait des photos comme Martin Parr, et il n'y a personne qui travaille comme lui. Donc c'est vraiment absurde comme réflexion, de se dire ça. C'est comme se dire, oulala, j'écoute pas de musique parce que je veux pas être influencé. Non, t'aimes la musique, tu en écoutes, parce que tu aimes ça. Puis après t'en joues, et t'incorpores ce que t'as écouté dans ce que tu joues, et tu fais ta sauce à toi avec tout ça. Mais le dire, ah non, moi j'écoute surtout pas de blues parce que je veux faire du blues et je veux pas être influencé. Et aussi, il n'y a pas de rapport entre ce que vous lisez et la pratique. C'est-à-dire, c'est 2 temps différents. C'est pas forcément corrélé, c'est-à-dire, moi, je vais bouquiner le soir chez moi et compagnie, ça m'empêche pas de pratiquer à côté. Enfin, l'un n'empêche vraiment pas l'autre, quoi. C'est 2 choses complètement séparées. C'est-à-dire, je sais pas, le soir, vous regardez un film, un truc comme ça, des fois, au lieu de regarder un film, je lis un bouquin sur la photo et compagnie. Mais c'est pas un temps où on consomme des livres photos, où on aurait pu aller faire des sorties et compagnie. C'est 2 choses différentes, en fait. Il n'y a pas vraiment de blocage entre les deux. Voilà. Alors, dans le top des trucs qui me casse les pieds, parce que je trouve ça, encore une fois, complètement stupide, c'est le relativisme. C'est-à-dire, oui, mais c'est ton avis.
Donc au lieu de prendre les propos de la personne pour ce qu'ils sont et voilà, de les étudier comme tels, on va tout niveler par le bas en disant oui mais ça c'est ton avis. Donc je sais pas, Bill Gates vous donne un conseil informatique, votre tonton Roger vous donne un conseil informatique, vous écoutez les deux au même niveau en disant oui mais Bill Gates c'est que son avis. Hein. Oui mais Bill Gates, voilà, il a quand même un petit peu d'expertise sur le sujet. Vous voyez en quoi le relativisme ça pose problème? Et en fait tout ça, ça oublie que la connaissance ça a un coût. C'est pas compliqué, genre si vous voulez devenir un expert sur un sujet, bah, il va falloir bosser, voilà, un docteur il a fait 10 ans d'études pour devenir médecin, un astrophysicien aussi, etc. Donc il faut consacrer du temps et de la recherche et du temps à lire, à étudier, voilà, pour avoir une connaissance, et cette connaissance elle a de la valeur. Il faut savoir la reconnaître quand on l'a sur des sujets, et quand on ne l'a pas sur d'autres. Moi je sais pas, en astrophysique j'y connais rien, je regarde des vidéos de vulgarisation de gens qui s'y connaissent mieux que moi parce que ça m'intéresse. Et j'ai pas lui dire oui c'est quand même ton avis sur les trous noirs, voilà. Par exemple il y a des gens qui ont payé ce coût de la connaissance, dont je pense qu'il faut respecter l'avis, parce qu'ils ont une expertise qu'on n'a pas. Je pense par exemple à Michel Poivert, c'est un historien de la photographie française, qui a sorti il y a pas longtemps 50 ans de photographie française, qu'il faudrait que j'achète et que je lise mais que j'ai pas encore fait. Bref, Michel Poivert il a écrit un livre qui s'appelait La photographie contemporaine, que j'ai pas trop aimé, je l'ai trouvé un peu compliqué mais bref, mais du coup je me suis pas dit oh là Michel Poivert il est nul, c'est que son avis sur la photo, il est chiant quoi. Non, c'est juste, moi ça m'a pas plu, mais je reconnais qu'il a quand même une expertise largement supérieure à la mienne, et que voilà, c'est juste une question de goût et différentes appréciations sur un contenu qui, moi, m'a pas touché plus que ça. Sur le relativisme, c'est hyper facile à comprendre, c'est-à-dire, si jamais vous êtes malade, et récemment on a quand même eu des périodes où on a beaucoup parlé de maladie, quand vous êtes malade, à part aller acheter du PQ en masse au cas où, on ne sait pas quoi, quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Vous n'allez pas sur Doctissimo quand vous êtes vraiment malade. Dans ce cas-là, vous reconnaissez l'expertise des gens. Vous vous dites, ah ouais, ok, je suis vraiment pas bien, faut peut-être aller voir le médecin plutôt que le guignol du web, machin. Là, vous vous dites, intrinsèquement, tous les avis se valent pas. Et bah, dans la photo, c'est pareil. Tous les avis se valent pas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi, il y a des gens qui le sont moins, et faut en avoir conscience. Alors, le dernier truc qui me casse un peu les pieds, enfin, c'est pas qu'il me casse les pieds, mais je trouve qu'il prend une place énorme dans les médias sur la photo et qu'il n'y a aucun vrai intérêt, c'est le matériel numérique. Alors oui, j'ai un appareil numérique, on a besoin d'un appareil numérique, je m'en sers, etc. Je suis content, c'est cool, c'est pas le sujet. C'est juste qu'on fait tout un foin à chaque sortie d'appareil, alors que j'ai l'impression vraiment que depuis 2015, il n'y a eu aucune évolution technique majeure. J'ai l'impression que les appareils font toujours la même chose, en mieux, en plus, en plus rapide, mais ils font rien de neuf. J'ai essayé de chercher des trucs, des contre-exemples à ça, j'en ai pas trouvé. Si vous en avez dans les commentaires, donnez-les-moi. Mais globalement, je crois que les premiers hybrides c'était 2013-2014, un truc comme ça. Et depuis, on a des capteurs qui font plus de pixels, de l'autofocus qui va plus vite, des trucs plus ouverts, machin. Ça fait plus vite, mais ça fait rien de neuf en fait. Et j'ai l'impression qu'on a atteint une sorte de stagnation sur le matériel numérique, un peu comme les guitares. Les guitares, pour ceux qui s'y connaissent, ils font globalement la même chose depuis 60 ans, même largement plus. Il y a très peu d'innovation technologique, vraiment très peu. Il y a des tentatives de temps en temps de faire des trucs un peu électroniques, un peu fun, machin. Mais globalement, on a atteint un plafond de verre depuis quelques décennies. Il y a quelques petites avancées sur un petit bois un peu mieux sympa sur telle partie, des micros un petit peu plus silencieux sur tel truc. Mais globalement, à part faire mieux niveau qualité, ça stagne, quoi. Voilà, on a un plafond de verre. Et j'ai l'impression que ce plafond de verre, on l'a tapé en photographie en 2015 sur le hardware. Là où vraiment pour moi l'évolution elle va se faire, c'est sur le software, parce que là vraiment avec l'intelligence artificielle et compagnie, il y a vraiment moyen de faire des trucs très bien avec le machine learning, tout ça. J'ai déjà vu des technos où sur un smartphone, en prenant plein d'images en même temps, on peut créer des images avec une ultra haute définition et compagnie. Donc pour moi l'avenir il va vraiment se situer de ce côté-là, mais alors sur le matériel, c'est vraiment pas hyper intéressant quoi. Le deal, j'ai l'impression que c'est un peu donne-moi 1500 € pour changer d'appareil, et tu auras 3 mégapixels de plus, et ton appareil il fera la mise au point 1,5 dixième de seconde plus vite. C'est d'autant plus dérangeant, entre guillemets, quand on a un pied dans l'argentique, parce qu'on voit, avec le même budget, tout ce qu'on peut se prendre, en fait. On va partir sur 1500 €, par exemple, parce que 1500 € serait le prix d'un bon appareil numérique avec un objectif qui va bien, ou de renouveler. Pour le même prix, en argentique, vous avez un très bon moyen format, vous pouvez avoir un scan, vous pouvez avoir un stock de pellicules, enfin... Voilà, je trouve que le matériel est vraiment de moins en moins intéressant en numérique, parce qu'il est toujours au même prix à la sortie, alors qu'il fait pas grand chose de plus. Je trouve qu'on en fait tout un foin pour pas grand chose au final. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à tous d'avoir été là toute cette année et j'espère l'année prochaine et compagnie. Il y aura d'autres coups de gueule, on parlera de culture, on parlera de plein de choses ensemble. Si vous aussi il y a des choses qui vous cassent les pieds en photographie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera le moment d'échanger un petit peu et souffler tous un coup ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi me le dire. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. Moi je vous mets un lien
vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.